L'action internationale du Congo, c'est le thème que nous allons aborder ce soir avec l'ambassadeur Guy Nestor Itoua. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission, Le Diplomate, Club des Nations. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, monsieur Boulon. Et merci une fois de plus d'accepter notre invitation. Je vous en prie. Alors, vous le savez bien, le président de la République a été réélu cette année et investi en même temps. Et un nouveau gouvernement a été nommé. Je sais que vous n'êtes pas dans le secret de Dieu, mais pensez-vous que les ambassadeurs aussi seront nommés? Je crois que vous avez déjà vous-même répondu à cette question. La nomination des ambassadeurs relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Donc c'est lui seul qui sait à quel moment nommer les ambassadeurs et à quel moment les retirer. Quelles sont les potentialités, par exemple, du Congo, vous en tant qu'ambassadeur? Expliquez-nous comment vous pouvez vendre de la destination Congo. Une ambassade, c'est tout un ensemble de services. Il y a des services politiques, il y a des services de coopération économique, il y a des services techniques et même des services stratégiques. Et donc la mission de l'ambassade, pas seulement de l'ambassadeur, il faut beaucoup plus parler de l'ambassade parce que c'est un ensemble de services avec des missions bien précises. Donc je parlais des missions de coopération économique. Nous sortons d'une élection présidentielle, vous venez de le dire. Le président a été investi. Ce qui était hier le projet de société, aujourd'hui, est un programme du gouvernement. Et dans ce programme du gouvernement, il y a un volet diplomatie. Et dans ce volet diplomatie, il y a des points saillants, ce que le pays veut faire avec ses partenaires étrangers. On parle aujourd'hui, par exemple, l'intensification de l'activité agricole, donc développer l'agriculture. On parle du développement industriel dans le pays, on parle du développement de l'industrie du tourisme et au niveau des ambassades, selon que l'on soit dans une juridiction composée des pays qui ont des prédispositions, par exemple dans le domaine du tourisme, il faut voir comment, avec ces pays-là, créer, développer des partenariats qui puissent être profitables à notre pays. Si on parle du développement de l'industrie du tourisme au Congo, c'est parce qu'évidemment, le pays a des potentialités, le pays a des prédispositions. Il suffira simplement de revisiter un peu notre histoire, et surtout dans sa dimension culturelle. Parce que le tourisme, il ne s'agira pas seulement de déployer les hôtels ou comment, 4-5 étoiles, mais il faut aussi habiller ce tourisme. Il faut mettre de l'information, il faut mettre de l'histoire derrière, il faut mettre la culture du pays pour rendre ce tourisme plus intéressant. Parce que dans le tourisme aussi, on apprend, c'est toute une école, qu'il soit un tourisme de luxe ou un tourisme de masse. Donc voilà ce que doit être le programme dans chacune. Concernant le Congo, par exemple, avec le tourisme de masse, comment vous pouvez mettre en valeur cette histoire du Congo avec la colonisation? Parce que jusqu'à aujourd'hui, les vestiges de cette colonisation existent encore au Congo. Notre pays a trois grandes subdivisions, je dirais, socio-ethniques. Nous avons dans la partie sud du pays, il y a par exemple le royaume de Luango qui est assez bien organisé et qui était certainement rattaché au grand royaume Congo qui rassemblait plus ou moins 3,
pourquoi pas 4 pays, l'Angola, la RDC, le Congo actuel, et peut-être qui touchait aussi le Gabon. À côté de ce royaume, nous avons le royaume Téké, un grand royaume. On vient de perdre le roi Téké, paix à son âme, le Oui, roi récemment. Campio. Par exemple, rien que pour ce royaume, quand nous étions à l'école, jusqu'à ce qu'on quitte les bancs de l'école, on appelait le roi là-bas, celui qui avait rencontré des Brazza, le roi Makoko. Or, roi et Makoko, ça veut dire la même chose. Et même Makoko, il y a un défaut de transcription, c'est Anko, c'est-à-dire l'arbre qui est dominant. Donc, dire le roi Makoko, on a dit la même chose. Donc voilà, on ne connaissait pas toujours le nom de règne, même si parfois il était donné dans les cours d'histoire. Et le patronyme, moi c'est le dernier roi, celui qui vient de mourir, que j'ai connu le patronyme parce que j'ai été à l'école avec ses enfants au collège ici à Mafouah. Sinon, on parlait toujours du roi Makoko. Or, on était enfin, entre guillemets, la fausseté, on disait la même chose. Donc ce sont des éléments de notre histoire qu'il faut aussi corriger, il faut revisiter cette histoire. Vous avez évoqué les populations qui, en leur parcours, rencontré le convoi des Brazza. Mais on nous a dit dans l'histoire, par exemple, c'est des Bafourou, mais on n'a pas de Bafourou au Congo. Hein, je pense que là aussi, il y a eu un défaut de transcription, comme on parlait de Makoko, au lieu de dire Anko, on a dit Makoko. Là-bas aussi, on disait Bafourou. Moi, je pense que c'était les peuplades Mbushi qui avaient rencontré ce convoi-là. C'était un convoi des riverains qui était mené par Bolunza, hein, d'après les récits. On parlait même de Ndombi Bolunza. Mais Ndombi, ce n'est pas le nom. Ndombi, c'est comme on dit chef, le grand cadre, ainsi de suite. Mais le nom, c'est Bolunza. C'est un nom qui est encore présent dans les contrées de Mosaka, là-bas. Donc, c'est ce convoi-là qui avait rencontré la première expédition de Brazza, qui l'a repoussé. Et les riverains tout autour ont dit, les Avours, donc les étrangers, ont renvoyé le colon, l'exploitant des Brazza. Bon, tout ça aussi, il faut peut-être, comme je disais, revisiter notre histoire pour bien la réécrire et la consigner dans nos documents et pour que ces documents aussi aident le tourisme. Ce sont des éléments importants à mettre dans l'agenda du développement de l'industrie du tourisme chez nous. Est-ce qu'avec l'industrie du tourisme, on peut parler déjà de la diversification de l'économie qui est un cheval de bataille du nouveau gouvernement? Bien sûr, en plein, même déjà dans le tourisme même, on peut diversifier. On a parlé du tourisme de masse, on a parlé du tourisme de luxe, on peut faire du tourisme nautique. On parlait là de Bolunza qui, dans son voyage dans la Lima, j'ai peut-être oublié de vous dire que ce voyage-là, les gens des pays de Mosaka s'étaient mis au Québec, mais ils n'avaient pas de raffia. Donc ce voyage-là, c'était pour aller acheter du raffia dans les pays Batéké sur la Lima, donc au-delà de Okoyo. Oui, donc on peut aussi développer le tourisme nautique, par exemple. Hein, les gens peuvent, nous avons un grand aéroport international à Olombo. Les gens peuvent descendre là et il y a des infrastructures hôtelières et ils marquent un arrêt à Olombo et après sur la Lima, ils peuvent prendre les jet skis et autres, soit remonter, faire une partie du trajet de l'expédition du convoi de Bolunza et aller jusqu'à, par exemple, quand vous allez à Leketi aujourd'hui, vous avez encore des traces du passage des Brazza et voilà, tout ça vous pouvez le faire. Et pourquoi ne pas redescendre la Lima jusqu'à son embouchure et déboucher sur le fleuve Congo. Mais tout ça, au-delà des infrastructures, mais il faut mettre une histoire derrière. Il faut aussi mettre peut-être une dimension culturelle. Hein, présenter par exemple les pêches qui se pratiquent dans cette région et tout ça là. Et ces pêches-là peuvent faire que
on suscite la curiosité des populations, pas seulement de très loin de l'Occident. Quand vous allez à l'est du continent ici, quand vous allez au Kenya, vous allez en Ouganda et autres, vous trouvez des gens non seulement qui ont les mêmes patronymes que nous ici au Congo, mais il y a les mêmes types de pêche. Hein, s'il y a la nasse, vous allez voir là, il y a la nasse là-bas aussi. Hein, et pourtant là-bas, les gens, c'est pas forcément des fleuves, c'est un peu comme des lacs. Ouais, hein, des gens pêchent dans les lacs, les grands lacs comme Victoria, Tanganyika, Albert, Édouard et tout ça. Mais les pratiques de pêche sont plus ou moins les mêmes. Donc on peut susciter aussi la curiosité de ce tourisme qui pourra être demain le tourisme intra-africain. On peut aussi le développer. Donc il y a beaucoup de choses à faire, même rien que dans le tourisme, on peut parler de diversification. Excellence, on a parlé du nouveau gouvernement et dans ce nouveau gouvernement, il y a des nouveaux ministères. Et les ministères qui nous intéressent, ce sont les ministères de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, ainsi que le ministère des Affaires étrangères. Quelle est la différence entre ces deux ministères? Vous les journalistes, je ne comprends pas cette curiosité seulement sur le ministère de la coopération internationale, alors qu'il y a beaucoup d'autres nouveaux ministères, comme vous l'avez souligné. Bon, peut-être que vous me posez la question par rapport à mon profil. Bien sûr. Évidemment, c'est vous qui l'appelez nouveau ministère parce qu'il est maintenant un département ministériel à part entière. Mais sinon, la coopération internationale a toujours existé depuis que la République du Congo existe. On a déjà eu dans le passé le ministère de la coopération titulaire dans les années 80 avec le ministre Emmanuel Yoka. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'était un ministère qui était à la présidence. Et après le ministre Yoka, on a encore eu le ministre... non, la transition, il n'y a pas eu un ministre titulaire de la coopération, c'était fusionné avec les affaires étrangères. Mais après, sous, je crois, le ministre Boukoulou, il y a eu une délégation. Il y avait Madame Lipou Massala qui était ministre déléguée à la coopération internationale. De 1997 à aujourd'hui, on a eu, sous le ministre d'État Dada, une délégation aussi. Le ministre Balemego avait été ministre délégué à la coopération d'abord, avant de devenir titulaire. Et puis, il est parti pour laisser place à Boao, qui a été aussi ministre titulaire. Donc après, il y a eu fusion et là, le ministère a été de nouveau créé. Mais sinon, ce département a toujours existé et souvent fusionné avec les affaires étrangères. Excellence, vous l'avez dit, vous l'avez su bien signifier que c'est un département qui ne date pas d'aujourd'hui. Quelles sont les spécificités de ce ministère de la coopération internationale? Mais je ne sais pas s'il faut parler de différence ou plutôt de complémentarité, parce que le ministère des Affaires étrangères et celui de la coopération internationale sont les deux bras de l'action internationale du pays. Hein. Il y en a un, donc celui des affaires étrangères, qui fait le volet politique, donc de la représentation. Et le second fait le volet économique et technique, donc de la négociation. Exactement. Voilà de Mais façon un peu pour résumée. les téléspectateurs qui nous suivent, quand vous parlez du volet politique, ça veut dire quoi exactement? Et quand vous parlez du volet économique, ce ministère dans la pratique va s'exercer comment? Oui, quand je parle du volet politique, autrement dit, le ministère des Affaires étrangères reste le trait d'union entre toutes les ambassades ou autres institutions diplomatiques accréditées au Congo et les administrations du pays d'accueil, donc du Congo. Le trait d'union, c'est le ministère des Affaires étrangères. Quand un diplomate accrédité au Congo ou une administration nationale veut rencontrer un diplomate ou vice-versa, il passe par
le ministère des Affaires étrangères où est domicilié le protocole diplomatique. Donc c'est le protocole diplomatique qui fait le lien. Les deux ministères sont le bras de l'action internationale du Congo. Mais leurs missions sont bien distinctes. On a évoqué la négociation. Imaginez qu'on soit dans un cas de tenue d'une commission mixte. On sait que c'est un dossier de négociation. Ce sont des dossiers techniques de négociation. En ce moment, ces dossiers sont menés par le ministère de la Coopération internationale. Et dans ces dossiers encore, il y a toute une autre particularité, parce que nombreux de ces dossiers ont l'expertise dans les ministères sectoriels ou aussi ministères techniques. Donc, le ministère de la Coopération internationale reçoit toute l'expertise des ministères sectoriels pendant la tenue des commissions mixtes pour évoquer, évidemment, ces sujets techniques. Mais quand il s'agira des missions de représentation, tout revient aux affaires étrangères. S'il y a un ambassadeur qui est nouvellement nommé chez nous au Congo, son processus d'accréditation passe d'abord par le ministère des Affaires étrangères où l'ambassadeur désigné vient faire ses copies figurées, les copies figurées de ses lettres de créance. Donc quand il a fini, et il attend la programmation pour aller présenter les lettres de créance au président de la République. Donc ça, c'est la dimension politique, la dimension de représentation. Voilà. Donc c'est différent de la dimension économique et technique qui est celle de la négociation. Oui, mais... Nous étions sur le développement du tourisme au Congo, par exemple. Et on se dit, bon, ben, il faut faire un grand projet et qui soit, ou un double projet avec une transversalité. On va dire le tourisme dans l'environnement géographique des peuples Ngala et Bobangi. Donc on peut partir des deux Congos jusqu'en RCA. Ou encore, on va parler du tourisme dans les pays téqués. Mais il y a trois pays, il y a des pays téqués. On a trois pays dans la sous-région où on trouve des téqués. La RDC, on trouve des téqués. Le Congo, on trouve des téqués. Et le Gabon, on trouve des téqués. Mais on se dit, où est-ce qu'il faut mettre le pont de ce grand projet transversal? On peut se dire, on met le pont de ce projet sur une île. Aussi, comme on a parlé des Brazza, le pont, on dit pas loin de l'embouchure du fleuve Congo, par exemple. Parce que ceux qui avaient repoussé de Brazza sont passés par le fleuve Congo, puis la Lima, pour aller rencontrer comment on appelle, l'expédition de Brazza en amont de Okoyo. On dit, bon, pour ce projet, on veut plus faire que les gens viennent de très loin. Ils peuvent venir d'Italie, de France et autres. Mais nous avons déjà des infrastructures. Il y a un aéroport international à Olombo. Tout autour, il y a des infrastructures hôtelières de grand standing, comme l'hôtel de la Lima. Mais on peut se dire, sur le fleuve, on va déployer un hôtel 5 étoiles à Mosaka, par exemple. Mais le pays, comme tous les autres pays du monde aujourd'hui, traverse une situation très très difficile, de triple crise financière, économique, sanitaire et autres. On s'est dit, il faut trouver les financements. Qui, comment va nous aider à développer ce projet? Dans les ambassades, par exemple, il y a des bureaux économiques. Le bureau économique qui va s'occuper de ce dossier, évidemment, sous la coordination de l'ambassadeur, travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Coopération. Voilà. Parce que le financement, ça peut être un financement public, donc venant du gouvernement du pays d'accueil,
Ça peut être aussi un financement privé. Et dans le pays d'accueil, ça dépend de comment ils organisent leur financement. Est-ce que ça passe directement par des voies publiques ou bien ça passe par les banques et ça peut aussi passer par une agence de coopération. Hein. Nous coopérons avec des pays comme la Turquie par exemple, qui a une grande agence de coopération internationale, la TICA. Est-ce que le projet va prendre ce canal? Si on est avec le Japon, il y a la JICA. Est-ce que ce projet va prendre ce canal? Si on est avec la Corée, ça peut être KOICA, ainsi de suite, la France, l'AFD, ainsi de suite. Quel est le canal que va prendre ce projet? Voilà. Et en ce Et moment, peu importe le canal, c'est le ministère de la Coopération qui prend en charge ce dossier. ici par exemple, si on trouve un terrain à Mosaka, mais le terrain, ça relève du foncier. En ce moment, le ministre de la Coopération internationale, il va parler avec son collègue qui a en charge le foncier du pays pour dire, bon, ben, comment on va s'organiser? On s'est dit, bon, le projet, par exemple, est déployé. Bon, on va laisser celui qui a apporté le financement exploiter peut-être pendant tant d'années. Et après, le projet revient au Congo. Mais quand le projet va revenir au Congo, ce n'est pas forcément le ministère de la Coopération internationale qui aura en charge le projet. Si c'est un complexe hôtelier, en ce moment, le ministre de la Coopération va voir comment s'organiser avec son collègue qui a compétence sur ces sujets-là. Ouais, et voilà. Est-ce que la composition de l'ambassade va changer avec les deux ministères? Parce qu'on sait bien que avant, le département de la coopération internationale était lié au ministère des Affaires étrangères, vous l'avez expliqué. Mais la composition de l'ambassade, comment ça va se faire dans la pratique? L'ambassade fonctionne normalement avec l'ambassadeur et tous ses services. Il n'y aura pas de changement au niveau de l'ambassade. Ce qui va changer au niveau de l'ambassade, c'est l'orientation des dossiers qui seront traités à l'ambassade, qu'il s'agisse des dossiers à caractère politique ou des dossiers à caractère économique et technique. Sinon, au niveau de l'ambassade, rien ne changera. Et vous allez voir que même ici, par exemple, les deux ministères vont puiser en termes de ressources humaines dans ce qui était hier, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il y avait aussi les Congolais de l'étranger là-dedans. Mais on attend maintenant que le secrétaire général du gouvernement fasse le travail pour séparer ces deux frères siamois. Ils auront les deux ministères, ils auront un même secrétariat général. Ah non, ah non. Euh, les- le ministère des Affaires étrangères aura son secrétaire général, le ministère de la coopération internationale aura son secrétaire général. D'ailleurs, je crois que dans la structure gouvernementale ou dans la structure administrative actuelle du Congo, il n'y a plus beaucoup de ministères qui ont des secrétaires généraux. Hein, l'expérience, je crois que n'était pas facile dans le passé, ça a été assuré, mais il y a un des ministères techniques sectoriels qui garde quand même un secrétariat général, c'est la justice. Mais sinon, au niveau des affaires étrangères et de la coopération internationale, chacun des deux ministères aura son secrétaire général et il y aura pour chacun des deux ministères des services géographiques, des services multilatéraux et des services techniques et administratifs. Voilà. Mais ça va être deux ministères totalement séparés et ça a déjà existé sans problème. Exactement, vous l'avez dit. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci d'avoir donné ces éclaircissements. Vous avez un mot, quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qu'on a dit, parce qu'on va vers la fin déjà. C'est vrai que vous avez soulevé un sujet très délicat, un sujet très important, un sujet qui est parmi les éléments dominants du programme du gouvernement aujourd'hui, donc le développement de l'industrie touristique. Et je vous ai évoqué le contexte actuel qui est dominé par la crise financière, économique et sanitaire.
qui nous demande d'être très imaginatifs, de travailler à trouver des financements innovants de développement, et particulièrement dans ce secteur du tourisme. Donc il faut que nos sachants, il faut que l'ensemble des forces vives qui s'intéressent à ce sujet puissent engager le débat et pour revisiter notre histoire et pour essayer, s'il y a à corriger des éléments de notre culture, qu'on le fasse. Je vous ai parlé par exemple du cas du roi Makoko, je vous ai parlé de Ndombi Bolunza qui avait repoussé des Brazza lors de sa première expédition, mais on pouvait parler aussi de bien d'autres. Comment les migrations se sont déroulées, par exemple, dans les zones d'eau. En tout cas, merci de votre disponibilité. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné dans la réalisation de cette émission. Je pense à Armel Etokabeka l'infatigable, à Yann Bossati, bien sûr, à Barol Agnolo. Merci à vous et restez branchés sur votre chaîne nationale, la Télé Coco.